expose on a une exposition qui s'appelle Matière grise, qui date de 2014-2015, qui a été réalisée dans le cadre du pavillon de l'Arsenal de Paris, et donc par l'agence Encore Heureux et la filiale qui n'existait pas encore. Et donc Morgane va nous expliquer, Morgane Manner a beaucoup œuvré pour cette exposition, et ça a été son début peut-être dans cette matière. Et alors, ça nous interroge beaucoup, toute cette histoire. Donc, l'exposition, vous pourrez la voir pendant un moment au CIE. Il y a 75 projets qui viennent un peu de partout dans le monde et qui présentent des projets avec du réemploi de matériaux, aussi bien des petits projets que des projets plus importants. En fait, on a choisi avec l'équipe du CIE de cette thématique parce qu'on avait déjà réalisé donc en septembre 2024 le rendez-vous du mardi à Marigné-Peloton qui s'appelait Patrimoine naturel et bâti, faire avec l'existant. Donc on était déjà dans cette thématique. Vous avez eu différents intervenants. Aujourd'hui, la vidéo est sur le site et sur notre chaîne YouTube. Et on avait fait un autre rendez-vous du mardi, donc le dernier du mois de décembre 2024, qui s'appelait raréfaction des ressources, comment construire demain, qui était chez Séché Environnement, et où on espère dans l'année, toujours dans le cadre de cette thématique, faire aussi une visite longue, comme nous l'a proposé Séché, de 3 heures sur leur site pour voir plus de choses. Et puis, avec l'équipe, on va aussi faire d'autres événements, d'autres animations, des visites ou autres, des conférences sur cette thématique en liaison avec l'exposition. Ça, c'est pour rappeler l'émission des CIE, mais presque tout le monde connaît le CIE ce soir, pas tout à fait. Donc, on fait de l'information, du conseil, de la sensibilisation, sur tout ce qui est lié à la qualité du cadre de vie. Voilà, on est basé à Laval, près du viaduc. Et ça, c'est juste pour vous préciser nos petits événements prochains. Donc, on sera présent pour le salon maison sur le logement de l'habitat à l'espace Mayenne ce week-end. On va faire à nouveau une formation sur le paysage pour les élus et dans le pays de Cran. On avait fait pendant 2 jours dans nos lieux, entre autres avec aussi le quartier Verrier, Montsûrs et Yvon. On va participer aussi avec FIBOIS pour une visite le 6 février, donc c'est la semaine prochaine, justement pour visiter la halle gourmande, pour visiter les halles gourmandes, pour visiter le siège de Médiane qui est près de la gare. Et on passera dans d'autres projets, et nous verrons aussi l'entreprise Deschamps, je crois, le matin. On a un CEPO visitif, donc ça c'est avec Novavid, le prochain, ça sera sur la thématique de bâtiments biosourcés, paille, au mois de mars. Et puis ensuite, nous allons... voilà, vous avez aussi la liste de nos rendez-vous du mardi avec les thématiques données tout au long de l'année. Voilà, c'est ce qu'on disait, il y aura de l'animation et d'autres choses avec l'exposition. Je vais laisser la parole à Morgane, c'est ce qui sera le plus intéressant. Et surtout, en fait, Morgane vient de Paris. Aujourd'hui, vous êtes architecte associé pour directeur de Remix. Et donc, aujourd'hui, il s'occupe vraiment peu de réemploi de matériaux. Et c'est la suite à cette exposition. Et en fait, ça a été aussi votre mémoire de master. Donc c'était la base. C'est vraiment bien ça. On l'a fait ça. Et du coup, qui montre aussi que vous avez bâti cette démarche avec des exemples en regardant Rennes, donc c'est pas loin de Laval. Donc là, ça pourra peut-être nous donner un peu des
références ou d'autres choses, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est peut-être plus d'autres références que vous avez, mais ça peut être intéressant. Et vous avez voulu au départ dire, ben voilà, je suis dans cette thématique, mais je veux vraiment montrer qu'on peut faire avec du réemploi, que c'est possible malgré les histoires qui sont liées aux avis techniques, etc. Et que c'était en le faisant qu'on pouvait aussi peut-être essayer de multiplier cette façon de faire. Voilà, et vous dites que ça a vraiment un sens et un rôle à jouer dans l'architecture et que les déchets sont vraiment une ressource pour construire. Donc je vais vous laisser en parler. Et puis voilà. Et ce qu'on a prévu du coup, c'est après cette petite présentation, vous pouvez poser des questions. Si vous en avez envie, autour, c'est possible aussi. Je pense qu'on n'est pas très nombreux, donc n'hésitez pas même éventuellement à me faire signe pendant ma prise de parole. Et avec plaisir, je m'interromps et je réponds à d'éventuelles questions, parce que l'idée c'est que ce soit un peu interactif et je vais faire. C'est une prise de parole qui va durer environ 1 heure et si c'est interactif, c'est peut-être plus intéressant, moins ennuyeux. Donc, je suis Morgane Moinet, aujourd'hui je dirige le bureau d'études Remix. Donc je vais vous raconter un peu l'histoire de cette exposition d'abord, vous expliquer ce qu'est le réemploi, donc je vais me présenter, vous expliquer ce qu'est le réemploi, vous raconter un peu l'histoire de cette exposition et comment, quelques années après, ça a donné lieu à la création d'un bureau d'études spécialisé. Et puis, je vais essayer d'élargir aussi pour ne pas parler que de notre travail et de vous parler un peu de qui sont les acteurs aujourd'hui en France, quelles sont les pratiques et quelles sont aussi les pratiques. La dernière fois que j'ai fait une conférence, ça arrive comme ça, et il y a quelqu'un qui passe avant moi, ça sonne dans la salle, 1 fois, 2 fois, et à un moment donné, le mec dit « Ah mince, c'est mon téléphone !» Il l'avait laissé sur une chaise. Donc voilà, on est parti. Donc je m'appelle Morgane Moinet, je suis architecte de formation, j'ai fait l'école d'architecture de Rennes, et effectivement, pendant mes études d'architecture, j'ai eu la chance de faire un stage chez Encore Heureux pendant la préparation de l'exposition Matière Grise, et 8 ans après sont devenus mes associés parce qu'on a cofondé ce bureau d'études Remix, qui est un bureau d'études dans l'emploi des matériaux de construction. Et pour la petite anecdote, j'ai effectivement écrit mon mémoire de master après ce stage sur le sujet du réemploi, et je me souviens tout à fait du commentaire de l'enseignant, d'un des enseignants qui me corrigeait à l'époque, qui disait d'un point de vue académique c'est un très bon travail, par contre c'est un sujet qui ne deviendra jamais quelque chose de courant, et il y a quelques mois j'ai eu le plaisir de lui refuser un projet sur lequel il voulait travailler avec nous parce que je trouvais le projet pas assez intéressant. Mais effectivement, il faut se dire qu'en 2015, quand un étudiant écrivait un mémoire sur le sujet du réemploi, on trouvait intéressant, avec un petit côté zadiste ou bobo, mais on le prenait pas tout à fait au sérieux. Aujourd'hui, c'est une filière, il y a un certain nombre d'entreprises, et puis il y a des mairies qui mettent dans leur cahier des charges des objectifs de réemploi, ou des métropoles, ou des régions, ou des départements, ou des privés. Et c'est un secteur en plein renouveau. Un des points très importants avant de commencer à discuter ensemble, c'est de bien différencier. Ah oui, il y a un peu de lag entre ce que je vois ici et ce que je vois là, ce que vous voyez là. Donc chaque fois que je parle de choses et que ça ne correspond pas du tout à ce que vous voyez, dites-le moi. Un des sujets importants, c'est de bien différencier les différentes notions. Alors là, on en a 3, le réemploi, le recyclage, la réutilisation. Au passage, les images, les dessins à la main, donc toute ma présentation, sont issus de l'exposition et du catalogue d'exposition. C'est des dessins de Bonfrit, l'illustrateur de l'expo. Donc on confond souvent ces notions de réemploi, réutilisation, recyclage, et c'est des notions qui sont définies, ça va être les 5 minutes chiantes de ma présentation normalement. Dans le Code de l'environnement, dans un article qui s'appelle l'article L541-1-1 du Code de l'environnement, et qui différencie très précisément ces notions de réemploi, de réutilisation, de recyclage, qui sont des pratiques différentes. Et le point clé à comprendre, c'est que le réemploi, c'est une action de prévention de la production de déchets. Donc quand on vous parle de réemploi des déchets, on vous parle de choses qui ne sont pas les mêmes. Donc ça, il faut y être attentif. Et le Code de l'environnement est très rigoureux là-dessus, parce que son job, l'objet du texte, c'est de protéger l'environnement. Et les déchets, c'est ce qui est dangereux pour l'environnement. Et les matériaux, matières et produits,
qui sont réemployés, sont des éléments qui sont destinés à un usage et qui, théoriquement, ne représentent pas de risque pour l'environnement. Et après, ça pose tout un tas de complexités, mais en gros, les matériaux ont acquis le statut de déchet au sens du code de l'environnement, doivent être traités de manière spécifique avec un certain nombre de complexités qu'on essaye d'éviter. Si on essaye de définir le réemploi au sens du code de l'environnement, c'est le fait d'utiliser un matériau matière ou produit pour un usage identique à son usage initial. Et c'est-à-dire vous prenez une chaise et vous l'utilisez de nouveau comme chaise, ou une fenêtre et vous l'utilisez de nouveau comme fenêtre. La réutilisation, c'est le fait d'utiliser un matériau matière ou produit pour un usage identique ou différent, mais un matériau matière ou produit qui a acquis le statut de déchet. Et en fait, dans le droit français, on a une zone grise étonnante qui est, si le matériau n'acquiert pas le statut de déchet mais que vous en détournez l'usage, il n'a pas de nom au sens du droit. Nous, on appelle ça du réemploi avec détournement de l'usage. Et je pense que c'est important de bien noter ces petites différences de définition. Et le recyclage, c'est encore une autre pratique vis-à-vis de laquelle on est très critique chez Remix. C'est une pratique qui consiste à détruire la forme d'un objet pour récupérer la matière qu'il compose et fabriquer un nouveau produit, un nouvel objet avec. Et en fait, ça pose plusieurs questions. Vous perdez la forme de l'objet, vous perdez sa fonction, et en général, avec le recyclage, vous perdez une partie de la performance de l'objet. Et on a fait un truc assez étonnant en France, c'est que depuis l'après-guerre, toutes les politiques publiques se sont concentrées sur le recyclage, pour des raisons assez étonnantes, mais notamment parce que le recyclage, c'est facile à industrialiser, et ça plaît aux industriels. Et on est devenu très bon là-dessus. Et on est devenu très bon, en particulier sur un type de recyclage, qui est le recyclage des déchets ménagers, et en fait, ça, c'est, je ne sais plus exactement, mais 5 à 10%, 7%, je crois, du volume total des déchets produits. Donc on a orienté toutes nos politiques publiques sur le fait de devenir très bon sur 7% du problème. Puis on a commencé à se dire, mais en fait, la grosse masse, elle est où? La grosse masse, c'est le bâtiment, les travaux publics, c'est 70% du problème. Et donc on est en train, depuis 20-30 ans, de se dire, peut-être qu'on devienne bon sur les 20-30% du problème. Donc on se débrouille pas mal, on progresse collectivement. Je vous ai mis les définitions juridiques, je vous les relis pas, parce que je pense les avoir à peu près expliquées. Mais ce qu'il faut dire, c'est que vous avez des pratiques. Donc ça, c'est un schéma qui représente la hiérarchie des modes de traitement, qui est définie en droit européen. Et donc vous avez les pratiques de prévention, pas que ça devienne des déchets, notamment le réemploi, et puis tous les modes de traitement des déchets, que sont la réutilisation, le recyclage, autre valorisation, c'est en général valorisation énergétique, vous brûlez et vous récupérez un peu d'énergie, et puis l'élimination, et l'élimination c'est globalement l'enfouissement. Pareil, on a trouvé une super stratégie aussi pour faire du recyclage en France, c'est que les carriers ont l'obligation de reboucher le trou après. Et en fait, quand vous mettez des trucs dedans, on appelle ça du recyclage, alors que globalement, vous ne valorisez pas grand-chose. L'histoire de l'expo, alors si on raconte la petite histoire de l'expo avant la grande histoire de l'exposition, l'idée, elle naît d'un moment dans la carrière de Julien Chopin et Nicolas Delon, qui sont les deux fondateurs de l'agence, qui conçoivent une scénographie pour une exposition pour la SNCF, qui est une scénographie mobile dans un train, pour des archis qui avaient fait leur diplôme sur les questions ferroviaires. C'était un super projet. L'expo dure 15 jours, et 15 jours après, ils sont là dans la gare d'arrivée du train, et ils voient l'expo broyée au pied du train dans une benne, et ils se disent, mais il y a peut-être un truc qui ne va pas. Donc ils commencent à s'intéresser à ce que devient la matière après une exposition, ce que devient la matière en fin de vie du bâtiment. Et là, il y a un espèce d'effet waouh, où ils se disent, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas compris en tant qu'architecte, et il y a quelque chose qu'on n'a pas compris relative à notre responsabilité en tant que prescripteur quand on conçoit des ouvrages et qu'on prescrit de la matière pour des durées de vie qui sont la durée de vie réelle des bâtiments est inférieure à la durée de vie potentielle de la matière qu'ils composent. Donc il y a tout un tas de recherches qui commencent à s'engager là-dessus, et le constat il est assez simple, je vais partiellement me répéter, mais le bâtiment c'est le premier producteur de déchets, tout secteur d'activité confondu, je me vois dans le monde, je sais pas, c'est 240 millions de tonnes par an, donc 70% de la totalité des déchets produits en France, tout secteur d'activité confondu. Le bâtiment à lui seul, c'est 42 millions de tonnes. Et dans le même temps, c'est un des plus gros consommateurs de ressources pour des volumes qui sont à peu près équivalents. Et en fait, à un moment donné, tu te dis, mais on a une balance déchets, produits, ressources consommées qui est à peu près à l'équilibre. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire se croiser les deux extrêmes? Et donc l'exposition, elle part de ce constat-là, d'un ensemble d'autres constats, et elle est organisée dans sa version initiale autour de maquettes qui présentent un certain nombre de faits environnementaux qui
devrait nous faire réagir nous en tant qu'architectes. Donc il y a une maquette qui est une piscine olympique qui représente le nombre de piscines olympiques le volume équivalent de piscines olympiques de béton coulé chaque seconde dans le monde. J'ai plus les chiffres, mais c'est faramineux. Cette data aussi, pour faire 10 kg de produits industriels, il faut extraire 300 kg de matières premières vierges. Et donc l'expo est introduite comme ça par un ensemble de faits de cet ordre-là en lien avec la consommation de pneumatiques. Et le propos de l'exposition, finalement, c'est de dire, mais si on s'intéressait à ce que maintenant les sociologues appellent ressources anthropiques, mais aux matériaux extraits de nos villes, est-ce qu'on ne pourrait pas construire avec? Et le constat, il est évident, il y a une grosse partie des matériaux qui sont curés ou des matériaux dans les bâtiments démolis qui pourraient encore avoir une deuxième vie, qui pourraient encore servir. Et c'est à ça que s'intéresse le réemploi des matériaux de construction. Et donc là, vous avez une photo du vernissage de l'exposition qui était en septembre 2014. Je n'ai plus la date exacte en tête. Fin septembre 2014. Au pavillon de l'Arsenal, et donc l'exposition, dont la scénographie est faite avec les matériaux réemployés de la scénographie précédente, présente 75 réalisations architecturales dans le monde qui mettent en œuvre des matériaux de réemploi. Et les projets sont présentés à travers 3 dispositifs, des images que vous retrouvez dans l'exposition qui est présentée à Laval actuellement, des maquettes et des échantillons de matériaux. Quelques images de l'exposition. Vous avez ici d'ailleurs des projets dont je vais vous parler un peu plus en détail ce soir. Et on a amené des gros échantillons de matériaux. Et l'exposition, elle donne lieu aussi à la publication, comme c'est d'usage pour les expositions du pavillon de l'Arsenal, à un ouvrage qui porte le même nom, Matière grise, et qui présente toutes ces réalisations architecturales, mais aussi une approche un peu de recherche. Donc c'est un livre avec une quinzaine, une vingtaine de contributeurs et contributrices qui participent aux réflexions naissantes à l'époque en France sur les problématiques réglementaires, assurantielles, et on commence dans cet ouvrage à ébaucher les problématiques qu'on a mis et qu'on résout encore au quotidien depuis. Un petit focus sur 4 des projets présentés dans l'exposition. Alors ce projet de Mécano Architekten, qui est un projet de musée aux Pays-Bas, dont la façade est constituée d'éléments j'ai plus le terme, des supports des canaux aux Pays-Bas en bois, des pales blanches, comme ça, qui sont recoupés pour fabriquer ce bardage. Et un des points notoires de ce projet, c'est que déjà les matériaux viennent de vraiment tout près en termes géographiques. On a un détournement relatif de l'usage, mais on a quand même une transformation de la forme initiale de l'objet qui fabrique ce bardage, cette architecture singulière. Il est super, la qualité d'image. Et puis ce que racontent les usagers, c'est que aux Pays-Bas, ces pales blanches sont remplacées de manière régulière. Donc il y a déjà en fait des pratiques de valorisation de ces bois. Les habitants ont l'habitude finalement de réemployer ces bois pour divers usages. Et le fait que ce bardage vienne fabriquer la façade de ce musée maritime, ça raconte aussi l'histoire du lieu, l'histoire de pratiques sur le territoire. Un petit peu d'eau, le temps que la sélection passe. Il y a vraiment un gros décalage. Là, c'est un projet d'école Hübner en Allemagne, qui est une école avec une pédagogie un peu particulière. Ah non, pas du tout, c'est école Christian Morgenson. Hübner, c'est le nom de l'architecte, et qui est une école un peu comparable aux méthodologies Montessori, qui n'a pas en soi de grande importance dans l'histoire de l'école architecturale. L'archi, quand il conçoit ce bâtiment, il y a une usine Porsche à côté qui va être démantelée. Et qui est en fait un grand linéaire de ces charpentes que vous voyez là. Donc c'est un simple shed qui fait plusieurs centaines de mètres de long.
il a l'opportunité de récupérer les charpentes et il se dit mais en fait qu'est-ce que je fais avec ça, et il raconte dans les interviews qui ont été faites pour l'ouvrage que finalement la géométrie du bâtiment de l'école est une résultante de la contrainte géométrique de la charpente et de la forme du terrain qui donne cette architecture singulière circulaire. Et pour la petite histoire, cette maquette-là, on l'a refaite pour l'exposition. Enfin, on l'a refaite. Dipil l'a refaite pour l'exposition. Et c'était très drôle à faire. Donc on a d'abord refait plein de petites charpentes comme ça avec les autres stagiaires de l'époque. Et ensuite, on les a assemblées pour faire aussi. Elle est toujours quelque part dans le placard de la maquette. J'attends que ça passe à la dimension suivante. Je vous promets, c'est pas la même image. Donc vous avez à gauche un projet de l'agence Assemble au Royaume-Uni qui m'a été suggéré par le CIE, mais que je trouve particulièrement intéressant parce que notamment les fondations, c'est des bétons cyclopéens faits à partir de gravats de réemploi. Et ça nous rappelle quand même que dans tous les projets que je vais vous montrer, on travaille beaucoup sur les éléments de second œuvre parce que c'est les éléments les plus faciles à démonter, mais que le cœur du problème c'est quand même les inertes, et aujourd'hui c'est quand même le béton qui est les volumes de matière les plus importants qu'on démolit et qu'on ne sait pas très bien valoriser. Aujourd'hui ils sont beaucoup valorisés en sous-couche routière ou en comblement de carrière, qui sont quand même des valorisations qui sont assez comment dire, peu performantes, on va dire. Et beaucoup de recherches quand même sur les possibilités de découper des pavés de béton ou des voiles entiers de béton et de pouvoir recomposer avec des problématiques techniques de faisabilité et de coût. Mais c'est des sujets qui aujourd'hui sont très intéressants et nécessitent, je pense encore qu'on se penche dessus et qu'on produise de la R&D pour trouver des modes de valorisation plus performants. Et les sujets d'intégration des pavés de béton dans des bétons, du recyclage de béton dans le béton, sont des sujets aussi qui sont très abordés aujourd'hui par les industriels, parce que le potentiel est important de pouvoir notamment remplacer des gravats naturels, enfin des granulats naturels par des éléments recyclés. On a encore quelques contraintes techniques et notamment la norme qui limite, l'énorme qui limite aujourd'hui à 3 à 5% le taux d'intégration de granulats recyclés dans les bétons. Et puis cette maison, la G Studio House, on est aussi plus dans une des discussions qu'on a eues avec le CIE quand j'ai préparé cette conférence, c'était un peu les échelles des opérations que je vais vous montrer, avec les échelles des opérations qui font votre quotidien à Laval et dans les villes alentours. Ça me semblait important d'avoir des échelles comme ça domestiques à présenter. Et cette maison qui est en fait, dont la pièce maîtresse est cette grande baie vitrée en façade, qui est issue d'un chantier. Alors je n'ai plus exactement en tête l'origine du chantier, mais en fait c'est une erreur de commande. Le verre n'a pas le niveau de transparence souhaité par le commanditaire de l'opération initiale, et l'archi, c'est une maison autoconstruite, donc les habitants ont l'opportunité de récupérer ce très grand vitrage qui vient fabriquer cette grande ouverture sur le paysage. Et puis il rappelle quand même dans l'interview du bouquin qu'une des problématiques qui s'est présentée à eux, c'était de dire maintenant qu'on a ce vitrage-là qui est censé être manutentionné par des entreprises expérimentées pour déplacer des grands vitrages, qu'est-ce qu'on fait nous avec nos 4 copains sur notre chantier? Donc finalement la problématique aussi c'est d'adapter ces grandes dimensions de verre aux capacités de manutention d'une plus petite opération. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Donc je vais vous raconter maintenant un peu la genèse de ce bureau d'études Remix et puis un peu ce qu'on fait aussi et comment finalement d'une exposition on en vient à faire une forme de spécialité d'une agence, même si l'agence s'est toujours revendiquée de ne pas être spécialiste, ou plutôt a eu des sujets d'études qui se sont succédés après les années. Donc d'abord, à l'époque, le sujet réemploi qui devient maintenant la norme dans les projets de l'agence. Puis aussi la question des tiers-lieux, alors ce qu'on appelle nous lieux infinis, mais qui sont plutôt des
sujets de recherche qui se succèdent dans l'histoire de l'agence. L'agence Encore Heureux, créée en 2001 par deux architectes. Aujourd'hui, c'est une agence qui a une dizaine d'associés, mais qui, à l'époque, est créée par Julien Chopin et Nicolas Delon. Donc, suite à l'exposition Matière Grise, ils expérimentent une première fois avec ce pavillon circulaire, qui est aussi une commande du pavillon de l'Arsenal, et dont l'architecture, finalement, est générée, on va dire, d'une certaine manière. C'est pas de l'architecture paramétrique, c'est du paramétrique d'humains qu'on fait des maquettes avec des petits bouts de carton qu'on fabriquait cette idée. Mais l'idée, c'est on a un gisement qui est singulier, on a des portes en grande quantité qui proviennent d'une opération de réhabilitation de HBM de Paris Habitat. Et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fabrique avec ce gisement? Et donc là, vous avez un petit schéma qui présente les différents matériaux réemployés dans le projet et leurs sources. Et après cette expérimentation, une deuxième expérimentation de l'agence, qui est la maison du projet Morland. Vous avez au deuxième plan l'ancienne préfecture de police de Paris, qui est devenue un complexe avec de l'hôtellerie, du bureau, des restaurants, et qui est un projet Réinventer Paris, porté par l'architecte David Schipperfield, j'allais dire Copperfield, c'est pas la même personne. Schipperfield et Encore Heureux est mandaté pour faire cette petite maison du projet, donc un bâtiment qui permet de présenter le projet au grand public pendant la durée des travaux, entre autres, et d'accueillir aussi des expositions d'art et ainsi de suite. Et donc l'histoire de ce petit bâtiment, c'est qu'on réalise d'abord un diagnostic des gisements dans le bâtiment que vous voyez au second plan, donc l'ancienne préfecture de police de Paris. Et de ce diagnostic, on extrait un certain nombre de matériaux, notamment des menuiseries en très grande quantité, des luminaires, et ainsi de suite. Et finalement, le bâtiment est conçu en partie sur la base de ces éléments, et notamment la façade que vous voyez là, qui est une façade produite à partir de vitrages issus du réemploi. Et pour la petite histoire, on a démonté ce bâtiment, enfin, on a participé au démontage de ce bâtiment, et on a fait un concours dans lequel on a intégré une partie des matériaux de ce bâtiment, mais on a perdu le concours. Et les archis qui l'ont remporté, qui sont des amis à nous, Grand 8, qui sont aussi très très forts en réemploi, sont venus nous voir en disant « mais vous n'aviez pas des menuiseries en râpe qu'on pourrait mettre dans notre projet ?» Et donc ils ont construit le concours qu'on a perdu avec les matériaux de notre projet. Et on est très contents, c'est pas loin de notre bureau, il y a un restaurant, on y va de temps en temps, et on est content de voir nos menuiseries. Changer d'échelle, et notamment avec ce projet de réhabilitation de la Grande Halle à Colombelles, c'est près de Caen, en Normandie, qui est un premier projet en marché public, donc avec un certain nombre d'éléments de complexité qui viennent s'ajouter, notamment de comment introduire l'inconnu que représente le réemploi et la disponibilité ou non des matériaux dans un marché public qui est censé être un marché global et forfaitaire, au moment de la signature des marchés de travaux. Donc cette opération, c'est le moment de fabriquer des stratégies pour répondre à toutes ces questions. Et voilà. Donc on y intègre toujours un peu de décalage. On y intègre un certain nombre d'éléments de réemploi, des chauffages, des éléments d'isolant, qu'il a fallu caractériser en labo d'ailleurs, des éléments sanitaires, des éléments de menuiserie intérieure, notamment des menuiseries coupe-feu, qui était un des cool sujets de réussir à avoir la validation du bureau de contrôle d'un PDFE a posteriori. Et des menuiseries extérieures, alors il y en a une, pour une raison très simple, c'est qu'elles ont été volées sur le chantier. Donc on en a posé une qui restait, pour démontrer qu'on pouvait obtenir une décennale sur les éléments de clos couvert. Mais il y en aurait eu plus, normalement, si elle n'avait pas, malheureusement, disparu et été probablement réemployée par d'autres personnes. Vous avez quelques images des éléments dans le bâtiment. Excusez-moi. Oui. Ça vient de changer d'image, mais pour savoir pour les isolants, quelle difficulté vous avez rencontré justement pour leur caractérisation?
Alors, est-ce qu'elle vient d'une déconstruction, d'une réhabilitation Ouais, on venait d'une démol. La question, ça a été de. Donc, ils sont réemployés pour un usage plutôt d'isolement acoustique. Okay. Et la question, ça a été de caractériser l'évolution de leur performance acoustique dans le temps. Et en fait, ce sont des laines, je ne sais plus si c'est la laine de verre ou la laine de roche, mais il y a une question de tassement dans le temps. Et donc, la problématique, c'était ça, c'était de caractériser. Il n'y a pas vraiment de sujet de fleu ou autre. C'était vraiment de se dire, ok, est-ce qu'elles sont encore performantes ou pas. Et à l'époque, c'est je ne sais plus, c'est le DUT, ou enfin un établissement scolaire de la périphérie cannaise qui avait travaillé sur la caractérisation de ces éléments-là. Et aujourd'hui, quand on fait de la caractérisation en labo, alors très majoritairement on évite, parce que ça coûte cher et que c'est complexe. En fait, sur toutes les opérations de remix, on a une trentaine d'opérations en cours, on a 6-7 opérations livrées depuis la création. Un peu moins peut-être. Parce qu'aux échelles des opérations archi, en fait, on a créé la structure il y a 6 ans, on a fait beaucoup d'études les premières années, et là on a pas mal de chantiers en cours. Pas encore énormément de projets livrés. Oui, en fait, on essaie surtout de concevoir des stratégies pour éviter d'avoir à passer par les labos, parce qu'il y a plein d'autres manières de démontrer. En fait, souvent notre problématique, c'est pas de caractériser les éléments, mais de démontrer leur conformité à la norme. Donc qu'elles ont un niveau de performance équivalent à la norme. Et ça, il y a plein d'autres stratégies qui permettent de le faire sans nécessairement passer par la caractérisation. Mais là, en l'occurrence, il a fallu. Donc les radiateurs qui sont des radiateurs qui ont été reconditionnés, donc qui sont repeints, retestés en étanchéité. Voilà. Les portes sont les portes de sanitaire, mais un truc qui m'amuse beaucoup, c'est que vous avez le ton, quand vous êtes à l'intérieur du sanitaire, vous pouvez regarder à l'extérieur. Et on a eu quelqu'un une fois en conférence comme ça qui nous a dit « Vous êtes sûr qu'elles ne sont pas posées à l'envers ?» Donc ça, c'est des projets qui datent d'avant la création de Remix, et puis après toutes ces expériences, et quelques autres que j'ai pas abordées ici, bien à un moment donné, en fait, on se dit « Mais on a appris beaucoup de choses sur le réemploi avec l'agence, et on aimerait bien pouvoir adresser ça à d'autres agences d'architecture et accompagner d'autres maîtrises d'ouvrage que exclusivement les maîtrises d'ouvrage qui sont les clients de l'agence. Et on décide avec les associés de Encore Heureux de créer une filiale de l'agence qui s'appelle Remix et qui a un bureau d'études spécialisé dans le réemploi de matériaux de construction. Donc notre métier, en fait, c'est d'accompagner les maîtrises d'ouvrage, les maîtrises d'œuvre dans la montée en compétence sur ces sujets et puis le développement d'opérations de réemploi. On s'est doté d'une raison d'être il y a quelques années aussi pour se souvenir pourquoi on fait ça tous les jours. Peut-être je vous laisse la lire, mais en gros on fait le constat de l'urgence climatique. On est une équipe de personnes qui avaient envie de nous engager pour agir auprès des acteurs du secteur. Et puis il y a quelques points qui sont importants pour nous, qui sont à la fois la créativité, le caractère réaliste, c'est-à-dire on doit proposer des solutions qui sont osées mais qu'on est capable de mettre en œuvre. Et puis le caractère désirable, parce qu'il y a eu beaucoup au début des pratiques de réemploi, cette grande question de « Ah mais en fait on va mettre en œuvre des déchets dans les bâtiments » et on est très éloigné de ça aujourd'hui, puisque le discours que l'on tient et les architectures qu'on essaie de fabriquer avec les co-concepteurs, conceptrices sont des architectures qui se veulent cohérentes avec les exigences esthétiques de l'architecture contemporaine. Et si on doit résumer notre mission, c'est celle-ci, c'est de rendre possible et désirable le réemploi des matériaux de construction. Vous avez ici l'équipe opérationnelle de Remix sur fond pierre et sur fond gris, l'équipe des associés qui siègent avec moi au conseil d'administration. Je n'ai pas mis tous les associés d'Encore Heureux, mais vous avez Nicolas, Sébastien et Sonia qui dirigent l'agence aujourd'hui. Donc on a une activité qui est organisée autour de 3 sujets, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc plutôt en amont des opérations, c'est-à-dire finalement pour faire un beau projet de réemploi, il faut d'abord une commande qui a placé le sujet au cœur de son objet, et ça, ces maîtrises d'ouvrage, elles ont encore souvent besoin d'être accompagnées là-dessus, c'est-à-dire de définir ce que c'est, qu'est-ce qu'on pourrait faire en réemploi dans leur projet, quel niveau d'objectif on peut espérer atteindre tout en restant réaliste et tout en prenant pas de risque de ne pas avoir de répondant sur un marché, par exemple. Après, notre cœur de métier dans l'équipe, on est tous architectes, et ce qui nous intéresse vraiment, c'est de construire avec des matériaux de réemploi. Notre rôle de bureau d'études côté maîtrise d'œuvre,
C'est de la même manière qu'un BE structure ou qu'un BE, je sais pas, façade ou un BE fluide, et ben on va tout au long des études, et même dès le concours, dès la candidature, puis lors du concours et tout au long des études, résoudre un à un des petites problématiques liées au réemploi. Avec quand même deux gros enjeux qui sont le respect de la norme, d'une part, l'assurabilité qui va derrière finalement, et voilà, le respect de la norme et l'assurabilité. Quelques-unes de nos références rapidement. Alors, c'est vrai qu'on est dans des échelles qui sont vraiment des échelles métropolitaines, hein, qui sont parfois éloignées des échelles de ville à l'échelle de Laval. Notre toute première opération signée était une mission d'AMO sur la réhabilitation de l'aile Rouen du musée du Louvre. Donc c'était pas mal pour commencer. Ça faisait une bonne référence, même si on a fait une toute petite intervention. Après, on a pas mal d'opérations d'AMO sur des grandes échelles de ZAC, pardon. Souvent des grandes opérations, notamment des opérations en vue, avec pas mal de démol, et se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer au mieux les volumes de déchets qui vont être, et là je dis bien déchets pour le coup, qui vont être produits par ces opérations, est-ce qu'on arrive à faire un peu de réemploi et à extraire une partie de cette matière. On a fait aussi pas mal de travaux de recherche, notamment pour l'Union sociale pour l'habitat. On a écrit des guides méthodologiques, une espèce de mode d'emploi, de comment on fait du réemploi quand on est un bailleur social. Et puis ensuite, nos opérations sont très variées. Elles vont du logement aux établissements scolaires, en réhabilitation, en construction neuve, en passant par les musées, les lieux culturels, pas mal en ce moment. Et puis depuis quelques années, depuis 1 ou 2 ans, 3 ans maintenant, on commence à travailler aussi sur les échelles urbaines et sur les sujets TP, donc plutôt aménagement de l'espace urbain, parce qu'on sait aussi que c'est là que sont les très très gros volumes de matière. Et donc je voulais vous présenter, je crois que j'ai sélectionné 2 projets qui sont des projets qu'on a l'un livré et l'autre qui est en chantier, pour vous expliquer un peu plus en détail en quoi consiste notre métier. Donc vous avez ici le bâtiment du Palais éphémère de la Découverte, qui est un bâtiment qui a été conçu par l'agence Construire de Patrick Bouchin et Loïc Julien, enfin même de Loïc Julien parce que Patrick était déjà à la retraite à ce moment. Et ce bâtiment, il héberge le Palais de la Découverte pendant les travaux du Grand Palais. Le Palais de la Découverte, je ne sais pas si vous voyez ce musée, peut-être vous avez été enfant pour les plus jeunes et vous avez emmené vos enfants pour les plus âgés, qui est un musée autour de la science et qui est une annexe du Grand Palais, donc une des ailes du Grand Palais. Et dans le cadre de la réhabilitation du Grand Palais, le musée est déplacé pour une durée initiale de 6 ans, je crois que ça dure et plus. Mais, parce que pour la petite histoire, plusieurs années après, par hasard, on est membre du groupement qui a gagné le marché de réaménagement du Palais de la Découverte, mais à l'époque, on ne savait pas. Donc vous voyez, vous avez ici, mais bientôt ici, bientôt là aussi. C'est parce que le fil est trop long, donc il faut que la donnée aille là-bas. Vous avez ici le Grand Palais et vous avez ici le Palais de la Découverte. Donc, ça ne paraît pas grand à côté du Grand Palais, ça fait quand même 21 000 m², c'est pas tout petit. Et en fait, le marché il consiste à aller faire ses courses en matériaux dans ce grand bâtiment. Donc, vous avez un musée d'une vingtaine de milliers de mètres carrés, avec des scénos, des matériaux plutôt quali. Et de concevoir à partir de ces matériaux-là les aménagements du nouveau bâtiment. C'est pour vous donner une idée de l'échelle, c'est vraiment. Voilà, pour vous donner une idée de l'échelle, c'est le hall d'entrée du bâtiment qui dessert le plateau d'exposition. Certaines d'entre vous connaissent je sais pas ce qui se passe. Il faut appuyer là. C'est les aléas du direct.
il y a sur l'écran, vous ne voyez pas, mais il y a un rappel rendez-vous du mardi, conférence matière grise. Donc voilà, pour avoir l'échelle du lieu. Et donc pour faire ça, on répond. Alors c'est un marché en fait de conception-réalisation, enfin, même on ne pas ce nom-là parce que c'est une toute petite échelle de marché. Ah, c'est en anglais, tiens, c'est rigolo. Je vais la faire en anglais une fois cette conférence, mais peu importe. Donc on fait d'abord nous un diagnostic ressources dans le bâtiment existant, donc on fait un catalogue des matériaux qui présentent un potentiel de réemploi, et on le transmet aux designers de Premisenko, qui vont eux concevoir. Et vous avez vu un schéma qui dit 1, 2, 3, et moi je dis 1, 3, 2. En fait, c'est ça qui s'est passé. C'est pas du tout un ordre cohérent. Les designers vont concevoir les aménagements intérieurs du nouveau bâtiment à partir de notre catalogue. C'est un peu comme si on leur avait dit catalogue IKEA, aménager le bâtiment, sauf que le catalogue IKEA, c'est des références de matériaux, des épaisseurs, des volumes, des couleurs. Et ensuite, quand ils ont conçu, ils nous disent ok, pour tel matériau, j'ai besoin de telle quantité. Et donc nous, on transmet ça à l'entreprise de curage. On les accompagne sur le chantier pour démonter les bons matériaux et pas les matériaux qui ne servent à rien. Et ensuite, pour les envoyer chez le bon menuisier, parce qu'on a 3 menuisiers différents. Et on n'a quasiment pas de problème. Quasiment. Ils ont tous bien reçu les bons matériaux au bon endroit. Et après, ils ont fabriqué leurs éléments qui sont venus mettre en œuvre dans le nouveau bâtiment. Alors là, c'était quand même un exercice très facile, c'est-à-dire qu'on avait un gros gisement, on allait dans un tout petit bâtiment, donc on avait plus de matière qu'on avait besoin. Mais du coup, voilà, vous avez des photos un peu avant-après, vous avez avant-après, il n'y a plus le meuble, là il n'y a plus la pièce qu'on a démontée. Et puis des éléments singuliers comme ça dans le diagnostic qui sont des totems. Il y avait une frise chronologique avec des totems comme ça en bois, avec une plaque d'acier métallique, puis on voit ça, on dit c'est étonnant, mais c'est un élément, en fait, on en a 150 identiques, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? Donc je vais vous raconter peut-être un peu ce qu'on a fait. Donc ça donne, ça en gros la conception, c'est qu'on a 3 pièces principales plus un hall d'accueil dans lequel on doit faire un ensemble d'éléments mobiliers. Et en fait, à partir des totems, on récupère le poteau en bois d'un côté qui nous sert à fabriquer des pieds de table, on récupère la plaque métallique de l'autre côté que l'on vient transformer, il y aura des photos après il me semble, pour fabriquer des porte-manteaux, parce que c'est un musée en fait dans lequel il y a beaucoup de scolaires qui viennent, donc vous avez 150 enfants avec des manteaux. Quelques éléments mobiliers qui sont conservés en place, et puis beaucoup d'éléments du parquet qui vient fabriquer les revêtements sol des estrades, et ensuite tout un ensemble de bois et dérivés du bois, contreplaqués et autres, qui servent à fabriquer la structure et les éléments apparents du mobilier. Alors, pour les personnes qui connaissaient très bien le musée avant, et notamment pour les maniques, donc les gens qui travaillent dans ce bâtiment, quand ils sont venus visiter la première fois, ils étaient là, ah mais ça je reconnais, c'était dans telle pièce, ça je reconnais, c'était dans telle pièce. Et donc on a essayé les designers ont essayé de concevoir comme ça un peu des atmosphères en fonction des 3 ateliers. Et donc là, dans tous les éléments d'aménagement, vous êtes à 99% en masse en matériaux de réemploi. Les seules choses qui sont neuves, c'est les visseries, les charnières de portes, et même les poignées. Tout à la fin, les designers nous ont dit un jour, en fait on n'a pas dessiné les poignées, qu'est-ce qu'on fait? Donc on est retourné sur le chantier le dimanche avec nos tournevis pour récupérer les poignées pour que le lundi ils puissent les monter, parce que c'était le dernier jour du chantier. Et pour tout ce qui est réseau, électricité... Ça c'était monté avant, c'est passé par des tiers qui étaient neufs là-dessus. Donc là c'est vraiment, quand on dit aménagement intérieur, c'est tout ce qui est mobilier, mobilier fixe, menuiserie. Et les assises sont aussi conçues en économie circulaire, mais c'est un autre marché, c'est pas nous qui les avons réalisées. C'était de tête Bellastock et Tricycle, pour le coup un de nos co-traitants qui était dans les 2 groupements, par le groupement des hasards. Voilà, donc c'est une table avec les poteaux qui ont été coupés en biseau. On ne voit pas les... C'est dommage parce que alors les porte-manteaux, on les voit un petit peu ici,
Et donc ce sont ces plaques métalliques très hautes que je vous montrais tout à l'heure, qui ont été simplement pliées sur la partie haute, et sur lesquelles on a rajouté une petite pièce de bois pour protéger les angles, parce que les angles pouvaient être, typiquement vous mettez une capuche, vous tirez dessus, vous avez fait 2 trous dans la gueule. Et donc ils ont trouvé une solution pour plier les plaquelages. Vous avez un plaquelage plat que vous pliez comme ça, et ça vous donne une surface d'accrochage. Ça, c'est un petit détail, mais on était très fiers. On s'est beaucoup amusé à le concevoir, à le prototyper. Enfin, les menuisiers qui l'ont fait sont beaucoup amusés à le concevoir. Là, on a 10 tonnes de matériaux réemployés. Plusieurs des entreprises sont des entreprises qui travaillent avec du personnel en insertion. Donc, on a aussi un bilan qui nous donne pas mal d'heures d'insertion, que ce soit sur le curage ou sur la fabrication des éléments menuisés. Un volume de déchets évités assez important, et puis des gains carbone aussi qui sont non négligeables. Voilà. Et puis là, c'est une opération en cours à Pantin, avec les architectes de Rita et Vida, où on construit 27 logements, donc c'est 2 plots, un plot de 11, un plot de 16, ce qui fait bien 27. Le chantier est en cours. Donc pour un bailleur social qui est Séquence, donc on est sur des prix au mètre carré qui sont les prix des bailleurs sociaux. Et là, on travaille sur un ensemble d'éléments de réemploi. Donc là, vous avez le schéma un peu qu'on rend au concours, qui est de dire, finalement, dans ce bâtiment, on a besoin d'un certain nombre de matériaux, des briques, du carrelage, des sanitaires, du parquet, et ainsi de suite. Et tout ça, on va s'appuyer sur le réseau des acteurs en région Île-de-France. Et je vous montrerai tout à l'heure des cartographies qui ont été développées par différents acteurs à l'échelle nationale. Et donc on répond là-dessus, et à ce moment-là, on ne connaît pas trop ni les couleurs des matériaux, on ne sait pas exactement où on va aller les sourcer, mais on sait qu'il y a des acteurs professionnels qui sont capables de le faire. Puis ici, quelques références de réalisation d'autres architectes à travers le monde, pour des projets en Espagne, en Belgique. Ça, c'est un projet d'Emporo à Rennes, d'ailleurs, pour simplement donner des références. Et on est encore dans une architecture qui n'est pas très dessinée, moins que ce qu'elle pourrait l'être avec des matériaux surcutables. Une des problématiques qu'on a eues, c'est la question du prix de la brique. Je vous laisse deviner laquelle a gagné et va être mise en œuvre finalement. Mais c'était une de nos grandes questions, c'est qu'il y a une grosse demande en ce moment sur les gisements de briques en Île-de-France et en France. Et puis un savoir-faire qui est vraiment en constitution. Donc on n'a pas beaucoup de gisements finalement, comparé à la demande. Et très vite on s'est retrouvé avec l'opportunité d'aller chercher des briques en Belgique parce qu'il y a des acteurs très spécialisés, notamment parce que l'histoire de l'architecture belge fait qu'ils ont beaucoup de briques et qu'ils en démontent pas mal. Et surtout ils ont la tradition du réemploi a plus perduré en Belgique qu'elle n'a perduré en France. Donc il y a des acteurs spécialisés qui sont capables de vous sortir des volumes de briques de réemploi qui correspondent à vos besoins d'opération. Là, ça c'est une petite opération, une très très grosse opération en ce moment où on se fournit aussi chez eux. Et à un moment donné, quand même, quand cette opportunité arrive, on se dit mais est-ce qu'on n'est pas en train de faire une connerie? C'est-à-dire que est-ce qu'on n'est pas en train de faire du réemploi pour du réemploi et d'aller finalement chercher des matériaux très loin dont l'impact environnemental va être le même qu'un matériau neuf? Et si c'est le cas, on se gourre. On ne fait pas le boulot. Donc on a fait des études d'impact carbone dans lesquelles on compare en fait une brique de réemploi avec une brique neuve qui viendrait du territoire. Je ne sais plus, on a pris un rayon 50 km autour de Paris ou 100 km autour de Paris. Et on a fait le même exercice avec une brique belge. Donc on a toujours un gain. Donc ça c'est bien évité par mètre carré de brique, si je ne dis pas de bêtises, il me semble, on va vérifier. Donc fois le nombre de mètres carrés, vous avez quand même un gain qui est assez important. Et ça c'est vrai dans le cas particulier de la brique, parce que la brique en fait, ce qui est très carboné dans la brique, c'est le fait de sa cuisson. Donc si vous avez une brique qui de réemploi, vous évitez de recuire une nouvelle brique et vous avez un gain important. Et si vous faites les mêmes calculs avec d'autres matériaux qui sont moins carbonés que la brique, en fait c'est un matériau très carboné, la brique de terre cuite, et ben il faut vraiment se poser la question de la limite du bon sens du réemploi et notamment de la distance ou de l'énergie qui va être mise dans le démontage, la transformation, la valorisation. Et après, il y a aussi souvent quand même,
c'est pas vraiment le propos de ma présentation aujourd'hui, mais quand on se pose la question de est-ce que ça coûte plus cher ou moins cher, alors déjà, il y a pas mal de facteurs qui font varier l'équation, mais globalement, on va dire que sur un matériau bas de gamme, vous serez plus cher en réemploi, sur un matériau milieu de gamme, vous serez à l'exo-coût, et sur un matériau haut de gamme, vous aurez un gain. Donc, typiquement, si vous prenez je sais pas, des sanitaires en finition dans les logements sociaux, au prix des équivalents neufs, on arrive à mettre des éléments de réemploi qui sont des éléments plutôt très haut de gamme, des grandes marques, parce que les gisements en Ile-de-France, ils viennent pas mal du bureau. Dans les bureaux, on met des produits sanitaires, dans les sanitaires plutôt plus haut de gamme que ce qu'on a dans le logement social actuellement. Mais globalement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est plutôt dans une équation iso-coût. Donc c'est pas ni plus cher ni moins cher, ça nous donne une idée moyenne du truc. De toute façon, on est souvent obligé de faire comme ça parce que les maîtrises d'ouvrage n'ont pas la volonté ou la capacité d'investir des fonds supplémentaires dans les sujets économiques circulaires. Et j'avais un autre truc en tête, mais qui m'échappe. Là, vous avez le prototype de façade qui c'est façade en briques de réemploi. Les briques qui viennent d'un fournisseur des Belges qui s'appelle Nelson. Et puis un autre de nos projets en cours, donc le précédent il est en cours de chantier, celui-là il est en cours d'étude, on vient juste de gagner le concours il y a 6 mois je pense. C'est la réhabilitation des façades de l'hôpital du 15-20. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est à la fois un hôpital parfaitement méconnu et pourtant très important en termes de notoriété dans le domaine médical en France. C'est l'hôpital de la Vision qui se trouve à Bastille. Et en fait, derrière l'hôpital Bastille, vous avez un très gros CHU, enfin CHNO précisément, qui est le fleuron de l'hôpital de la Vision en France, et qui ressemble à ça. C'est-à-dire pas ouf. Et donc on fait le concours avec les architectes d'Ardennes-Haute-Bihan il y a 1 an et demi maintenant, pour la réhabilitation de ces façades. Et dans le diagnostic, il y a 2 éléments, enfin même un élément principal qui nous intéresse beaucoup, sont ces brises soleil mobiles qui sont constituées d'une grande lame en aluminium creuse et remplie d'un isolant, mais ça on l'a su qu'il y a 15 jours quand on a fait les tests de démontage et qu'on a pu ouvrir le premier pour comprendre vraiment sa constitution. Et des grandes épines métalliques, comme ça en aluminium aussi, qui constitue le gisement principal de cette opération. Et donc on fait le concours en disant, en fait on va reprendre les épines verticales pour fabriquer des brises soleil à différents autres endroits. Vous avez 2 extensions ici. On va fabriquer les extensions avec la structure métallique de réemploi qui vient de l'extérieur de l'opération. Les parements en travertin qui sont sur les façades, on va les réemployer aussi. Et puis le sujet un peu compliqué de ce projet, c'est qu'on va fabriquer une façade vitrée, qui a un double pot, à partir de vitrages de réemploi. Et ça, trouver des vitrages qui ont les niveaux, pas de performance, on n'a pas de contrainte de performance acoustique, thermique, pardon, mais de résistance qu'on est capable de découper pour refabriquer l'ouvrage en question, c'est assez fun techniquement. Donc un peu pour expliquer le détail, vous avez les épines, les brises soleil, et donc on vient fabriquer des bardages verticaux en rez-de-chaussée avec les épines, et un nouveau type de brise soleil avec les BSO. Quelques images du concours. Voilà, et donc là on a, dans le cadre de ce concours, on a des niveaux de performance de réemploi entre guillemets. On a 78% des matériaux qui sont destinés, enfin, qui présentent un potentiel de réemploi dans le diagnostic qui nous est fourni au concours, qui sont réemployés in situ dans l'opération. Et donc la part de déchets produits sera c'est déjà trop, mais que de 22%. Donc voilà quelques exemples de nos travaux de ces dernières années. Et peut-être pour conclure, je ne sais pas comment tourne l'horloge d'ailleurs. Je ne sais pas bien à quelle heure ça va commencer.
peut-être ouvrir sur le développement des pratiques en France, parce qu'en fait, ce que je vous raconte, il pourrait y avoir 10 bureaux d'études, 10 agences d'archi qui vous racontent à peu près la même chose. Mais il y a aujourd'hui plein d'autres agences partout en France qui travaillent sur les sujets de réemploi et plein d'autres bureaux d'études aussi qui travaillent sur ces sujets-là. Peut-être se redire ou se dire que c'est des pratiques qui évoluent aussi sous l'impulsion d'une évolution du contexte réglementaire, même s'il n'y a pas d'obligation en soi aujourd'hui. Il y a un certain nombre de textes, je ne reviendrai pas dans tous les textes, mais qui favorisent les pratiques de réemploi, et peut-être quand même deux textes. La loi AGEC qui vient consolider les obligations de diagnostic qui s'appelait déchets à l'époque, qui s'appelle PEMD, produits, équipements, matériaux, déchets, depuis la réforme de février 2020, mais qui rend obligatoire la réalisation de diagnostics déchets incluant une réflexion sur le réemploi, on va dire, pour toute opération de démolition de plus de 1000 m² ou de réhabilitation significative. Et qu'est-ce que ça veut dire significative? Le droit n'est pas très clair là-dessus, mais en gros, c'est toute opération qui viendrait modifier plus de l'eau architecturaux ou techniques. Donc ça, c'est une première évolution. Et puis, une deuxième évolution quand même importante, c'est la prise en compte de l'ACV, des analyses de cycle de vie, dans l'aérodrome. Et le réemploi est très très favorisé parce que le mode de calcul considère que les matériaux de réemploi ont un impact carbone de 0, ce qui d'un point de vue physique n'est pas vrai. C'est-à-dire que rien n'a un impact de 0. C'est même quand vous respirez, vous avez un impact. Mais en fait, comme on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur des modes de calcul aujourd'hui, c'est-à-dire quelles sont les étapes du cycle de vie qu'on doit compter ou pas compter, comment on les compte, est-ce qu'on doit aussi compter l'énergie consommée par la visseuse du mec qui a démonté le matériau et ainsi de suite, ou de la nana d'ailleurs. Le législateur il s'est dit bon, il n'y a pas de consensus, on n'a qu'à dire 0 et comme ça on n'a pas de problème de calcul. Effectivement, super facile à calculer. Ça évoluera peut-être, mais pour l'instant c'est très favorable au réemploi parce que quand vous avez un objet A en neuf et que vous le substituez par le réemploi, en fait vous économisez dans votre calcul l'impact de l'objet que vous avez en neuf. Et honnêtement, on est en train de développer en ce moment un outil de calcul des impacts environnementaux de notre activité, de nos opérations. Donc on a benchmarké un peu toutes les méthodes de calcul de tous les acteurs qui les ont publiés, des différents labels et ainsi de suite. Et en fait, c'est un casse-tête monumental. C'est-à-dire qu'on a un stagiaire en archi qui bosse là-dessus et quand on discute avec lui, il est là genre je peux te proposer 15 problèmes différents à résoudre. Et donc, il faut bien choisir une méthode à un moment donné. Et puis peut-être même la dernière évolution réglementaire importante, c'est la mise en place d'une responsabilité élargie des producteurs pour les produits matériaux, je ne sais même plus ce que ça veut dire, enfin du bâtiment quoi, en gros. Et là, c'est la deuxième partie chiante de ma présentation. Mais ça va pas durer longtemps. En gros, la responsabilité élargie du producteur, le principe, je ne sais pas si tout le monde est au jus de... Si je vous explique un truc, vous êtes déjà tous à l'aise. Silence. On connaît bien la règle pour les piles. Quand vous achetez une pile, quelque part, normalement, la personne qui met la pile sur le marché a l'obligation de reprendre les déchets de pile. C'est pas tout à fait respecté, mais légalement, ils ont une obligation et ils peuvent être punis pour ne pas respecter ça. Et depuis le courant 2023, il y a aussi une règle pour le bâtiment, alors qui est en cours de mise en place et c'est plein de complexité. Et pour le dire simplement, en gros, quand vous allez acheter des matériaux de construction, vous allez payer un impôt, une taxe, qui va financer la reprise gratuite du déchet en fin de vie. Et ça, c'est une évolution qui amène un certain nombre de complexités, mais qui devrait favoriser, déjà, son objectif premier, c'est de limiter les dépôts sauvages, parce que maintenant, si on vous prend vos déchets gratuitement, vous n'avez plus de raison d'aller les mettre dans un chemin de campagne. Vous êtes vraiment méga flemmard. Et le deuxième truc, c'est que cet impôt-là, en fait, il cherche à financer l'évolution des pratiques et notamment le développement de la filière réemploi. C'est pas si simple que ça, mais un des sujets peut-être aussi qui me semblait important de partager avec vous, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se sont posé la question de comment on pouvait partager nos connaissances sur le sujet de l'emploi. Alors c'est des ressources qui datent un peu, mais qui fonctionnent encore, parce que ça date de avant mon diplôme, du vieux machin. Mais c'est un groupe sur Facebook avec, je ne sais plus maintenant, plusieurs milliers de personnes qui partagent des ressources et qui discutent de réemploi de moins en moins régulièrement, mais quand même.
et qui a quand même des bonnes ressources pour apprendre et monter en compétence sur ces sujets-là. Un site internet aussi, qui est pareil, un de mes vieux projets de l'époque où je ne dirigeais pas une entreprise et j'avais plein de temps libre, qui est un site d'actualité, un média d'actualité sur le réemploi des matériaux de construction. Et aujourd'hui, on a encore quelques contributeurs, contributrices qui écrivent des articles, qui font des webinaires et ainsi de suite. Notamment Elisabeth Gélo, qui est une avocate spécialiste du sujet, qui a beaucoup écrit et beaucoup partagé de savoir avec nos lecteurs et lectrices. Et puis des cartographies aussi, et ça peut intéresser celles et ceux d'entre vous qui sont architectes, qui conçoivent avec des matériaux de l'emploi, qui est une cartographie à l'échelle nationale des acteurs du réemploi et qui sont différenciés par concepteurs, constructeurs, vendeurs de matériaux, formation et autres. Vous pouvez retrouver les relais locaux. J'ai vu tout à l'heure, je ne sais pas s'il y a un représentant ou une représentante de Matières Grises qui sont basés à Angers, salut. Et donc typiquement, j'imagine que des acteurs comme vous êtes présents sur cette carte-là. Et c'est une carte qui est participative, donc vous pouvez suggérer de nouveaux acteurs. Et on est 4 copains, copines depuis 7 ans maintenant à modérer cette carte. Et puis quand même, avant nous, il y avait déjà cette carte d'Opalis qui a commencé en Belgique, puis aux Pays-Bas, puis en France, qui a un travail très très sourcé avec des ressources qui sont plus précises que les nôtres. Nous, on a globalement des adresses, une petite description. Eux, ils ont été visités de manière systématique chacun des acteurs. Ils ont fait des photos des stocks, donc vous avez des belles photos, une description très précise de qu'est-ce que ces gens-là ont. Et ça, pour le coup, c'est une cartographie vraiment des fournisseurs de matériaux de l'emploi. Donc principalement des brocs ou des plateformes physiques de réemploi. Et puis depuis 2014, donc là j'ai 2 publications, mais je pourrais en mettre 50, ça, on pourrait en faire une bibliothèque. Mais ce qui est très impressionnant aussi, c'est l'évolution de la recherche. L'ADEME, oui, j'ai mis ces deux-là parce que c'est des ressources intéressantes, mais l'ADEME a financé je ne sais combien de travaux de recherche avec des objets, des sujets différents en lien avec le réemploi. Le dernier projet en date, c'est Spirou, qui est un projet de recherche sur la caractérisation, enfin même la normalisation de la caractérisation des matériaux de réemploi, et qui d'ailleurs devrait figurer dans cette présentation, puisque c'est vraiment la dernière actu en date très, très intéressante. Mais voilà, si vous cherchez un peu sur Internet, vous trouverez tout un ensemble d'études, et puis aussi des publications à des échelles plus régionales. Alors, j'ai pas regardé en Mayenne récemment, mais je sais qu'en Bretagne, il y a aussi des études sur qui porte les compétences d'économie circulaire, et donc ils viennent finalement refaire ce travail de cartographie mais à des échelles plus locales et aussi plus fines, et en posant la question de quelles sont les compétences qui peuvent accompagner les maîtrises d'ouvrage, les maîtrises d'œuvre, ou les maîtrises d'ouvrage, les échelles, les maîtrises d'œuvre sur ces sujets-là. Et puis les acteurs du secteur aussi, je crois que c'est la dernière slide, ont créé en 2023 un syndicat des acteurs du réemploi qui s'appelle le SPREC et qui se donne pour objectif finalement d'accompagner la montée en compétence de la filière et surtout de défendre les intérêts des acteurs de la filière. On a encore de tout petits acteurs aujourd'hui, c'est beaucoup d'associatifs et quelques entreprises qui font des chiffres d'affaires aux alentours de 4, 5, 600 000 euros et quelques exceptions d'un peu plus gros. Certains gros acteurs du BTP aussi se mettent au sujet de manière plus ou moins talentueuse et avec plus ou moins d'énergie, mais participent à l'évolution des pratiques. C'est vraiment des pratiques qui sont en train de se structurer très fortement ces 10 dernières années, puisqu'en fait en 2024, on fêtait les 10 ans de l'expédition Matières Grises. Ça paraît dingue. Et voilà, il y a aussi un coucou, on va dire, à d'autres archives qui pratiquent. Donc, là, il n'y a aucune de ces opérations sur lesquelles on a travaillé, ni Encore Heureux, ni Remix. Mais c'était aussi pour ouvrir en parlant d'autres acteurs. Je pense à Grand 8, dont je vous parlais tout à l'heure, parce qu'on a joyeusement perdu un concours contre eux il y a pas longtemps, où ils font du réemploi, mais c'est des agences, Grand 8, Vulcan et Anglais, BFV, qui ont fait du réemploi ou Archipel Zéro, un des sujets centraux de leurs architectures. Et maintenant, il n'y a plus dans ces agences-là, plus de projets, ou plus beaucoup de projets sans construire avec de l'emploi. Il y a Archipel Zéro, d'ailleurs, ils sont basés pas si loin que ça au Havre, où ils travaillent beaucoup en ce moment.
Et voici pour ma prise de parole, je vous remercie. Si vous avez des questions, je réponds avec grand plaisir. Je voulais vous demander, concernant par exemple le réemploi de bois, est-ce qu'on a un exemple déjà de réemploi de bois de combien de fois? Je n'ai pas d'exemple concret en tête. Je pense que les architectes du patrimoine vous diraient que ça peut être fait des dizaines de fois. Il y a quand même beaucoup, on voit beaucoup dans les architectures patrimoniales des pièces de bois qui ont déjà dedans des tenons, des mortaises ou des découpes dont on sait qu'elles datent d'une mise en œuvre précédente. Mais vous dire combien de fois, moi j'aurais tendance à penser, ça c'est plutôt une analyse personnelle rapide, tant que le bois est bien protégé des agressions qu'il n'aime pas, c'est-à-dire globalement l'eau et les piles d'étiole, en fait son réemploi il est quasi infini. Oui, enfin, dans ces conditions-là. Ouais. Mais je voulais en parler parce que j'avais une alerte de l'FNE concernant le bois et la fin de l'existence de cette ressource. Ouais. Comment les employer une fois que on peut plus le employer, ça finit dans la production d'énergie. Ouais. En général, c'est parce que s'il est trop pourri ou trop, on ne peut même pas le mettre dans l'énergie. C'est ça que je voulais avoir. Parce que la vignette, ça ne pas le. Alors, justement, les phénomènes mettaient en alerte aussi pour dire qu'il fallait la fin de vie de ce matériau, qui soit mis en énergie plutôt que déforester pour produire de l'énergie par le bois, enfin le chauffage du bois, par le bois. Parce que là aussi, on met toujours en avant le chauffage par le bois, parce que c'est vertueux et tout, alors qu'en réalité, c'est pas aussi vertueux comme je viens de dire, parce que justement, on fait une déforestation, alors que les forêts sont, enfin je résume, c'est pas plus compliqué que ça, mais puisque les forêts sont essentielles contre le CO2, en prod. Et donc, c'est pour ça que je disais, est-ce qu'on a une idée de l'énergie, enfin de la production de bois pour l'énergie du chauffage? Je pense que si on devait faire une équation, l'équation ce serait les bois les plus anciens qu'on connaît en œuvre, en bon état, quel âge ils ont. Et je ne sais pas si on a un ou une architecte du patrimoine dans la salle, mais je pense qu'ils sont très anciens. Et quelle est la durée de vie moyenne des bâtiments dans lesquels on les met en œuvre aujourd'hui? Et je pense qu'on pourrait diviser cette durée de vie théorique par la durée de vie je m'embrouille dans ma propre équation imaginaire, mais par la durée de vie théorique des bâtiments dans lesquels on les met en œuvre, et ça nous donnerait un nombre de mises en œuvre possible, mais en fait, elle est théoriquement très nombreuse. Parce qu'on met toujours en avant, notamment parce que la production du bois, en petites particules, pour les poêles à chauffage, n'est pas vertueux comme on vient de dire, parce que non seulement là, ça prend dans on disait l'essentiel de la production dans les massifs forestiers, mais en plus, pour la pollution, c'est pas aussi vertueux que ça, parce que ça produit énormément de particules ultrafines qui sont très nocives au niveau de la santé publique. Ça, on ne le dit jamais. Je parle des particules de micron 5 ou des 10 microns qui sont une catastrophe au niveau atmosphérique et notamment pulmonaire des humains, ce dont ils ne se doutent pas. Enfin bref, et puis je voulais revenir aussi sur le remploi des démolitions du bâti, notamment le béton par exemple, à réutiliser, ou des pierres, enfin ce qui est en pierre directe, ou alors du plâtre, tout ça. Alors, je ne sais pas si là c'est très. Enfin, je prends l'exemple de la Lafarge, par exemple, il réutilise notamment pour faire son béton du bâti, qui est relativement récent, hein, ça date pas de dizaines d'années. Donc voilà, mais je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut être un sens vertueux, quoi, je veux dire. Alors c'est difficile de répondre à au cas par cas, mais il y a un truc qui est certain, c'est que très souvent, derrière les initiatives environnementales, il peut y avoir des fausses bonnes idées. Et donc il faut être très attentif
C'est pour ça que nous, on essaye des fois juste de se dire est-ce qu'on fait bien notre boulot? Est-ce qu'on atteint vraiment notre objectif? On a monté cette boîte-là, pas pour, en soi, pas pour faire du réemploi, pour limiter l'impact environnemental du secteur du bâtiment. C'est ça qui nous intéresse. Si un jour on arrive à faire du réemploi avec un impact équivalent au neuf, ou même qu'on pourrait substituer le réemploi par des solutions moins impactantes, il faudrait faire différemment. Et c'est quand même... et il y a deux choses. Il y a les fausses bonnes idées des gens qui sont vraiment de bonne volonté, mais qui ne voient pas le problème. Et ça, je pense que c'est une minorité de personnes. Et il y a les acteurs qui ont la volonté de verdir une activité, peu importe si c'est réellement plus vert, même si la formulation ne convient pas, mais on s'entend, que leur pratique d'avant. Et en fait, on entend par exemple beaucoup parler de béton bas carbone. Un béton bas carbone, c'est un béton moins haut carbone qu'un autre béton. Et c'est pas un béton écologique. Un béton, par définition, tel qu'on produit en Occident aujourd'hui, c'est pas bon pour l'environnement. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de se dire, on a une recette, le béton, c'est du clinker, ultra carboné, des agrégats majoritairement extraits de la nature, du sable extrait de la nature, et de l'eau. Et c'est une recette qui consomme beaucoup de tous ces trucs-là, et tous les éléments qui composent la recette, leur consommation, elle est mauvaise pour l'environnement, ou leur production. Et à un moment donné, on se dit, tiens, on va faire un truc, tous les trucs dans la recette sont mauvais, mais on va réussir à faire une bonne recette. Faux. C'est-à-dire, tu fais une glace à l'arsenic, il ne faut pas la manger, là c'est pareil. Et ce qu'on appelle béton bas carbone, c'est essayer de remplacer, d'améliorer un des éléments de la recette. Et c'est vrai, on sait faire des clinkers moins carbonés, on sait faire du béton avec du granulard recyclé, mais les autres composants de la recette, ils restent toujours pas bons pour l'environnement. Et donc on essaye, et donc peut-être que dans un avenir plus ou moins lointain, on arrivera à devenir vraiment bon sur chacun des constituants de la recette pour avoir des bétons très bas carbone, ce qu'on nous vend déjà, et qu'on aura des bétons qui seront nettement moins carbonés que ceux qu'on a aujourd'hui. Mais ça restera toujours des solutions qu'il faudra, enfin, à mon sens, n'utiliser que quand on ne sait pas substituer le béton par un autre matériau. Vous voulez dire qu'il faut développer l'hydrogène. Et alors l'hydrogène, en matériaux de construction, je ne le connais pas encore. Mais... Non, mais je veux dire pour produire par l'énergie oui. l'hydrogène, c'est la solution qui serait la carbone. Mais c'est aussi des. Enfin, il me semble que pour produire de l'hydrogène, il faut pas mal d'énergie, donc c'est une solution qui est assez peu performante en termes de ratio énergie consommée, énergie produite. Et enfin, je suis pas un spécialiste de l'énergie, moi mon domaine de compétence c'est rien mais c'est effectivement. Oui. J'ai une question, vous avez évoqué des problèmes de normes qui engendraient des problématiques assurantielles. Est-ce que ça veut dire, selon vous, qu'il faut que les politiques publiques s'emparent de ce problème-là et qu'ils légifèrent pour apporter un petit peu de sécurité? Qu'est-ce que vous, en tant qu'acteur privé, vous attendez par rapport à ça pour pouvoir en fait développer votre activité d'une manière plus sécurité? Je peux connaître la nature de votre fiche de poste, s'il vous plaît? C'est une plaisanterie, pardon. Vous aviez dit aussi qu'il y a d'autres façons, enfin, vous n'allez pas forcément vers les labos pour la certification. Oui, ça m'a interpellé aussi. Ça, comment on fait pour pouvoir une des alors, c'est d'envergure quand même, parce que vous avez présenté des projets d'envergure. Alors c'est un très vaste sujet, donc je vais commencer à y répondre, mais n'hésitez pas collectivement peut-être à recentrer ma réponse pour que ça corresponde bien à votre question. Une des maquettes qu'il y avait dans l'exposition Matière Grise, c'était une maquette qu'on avait fait aussi avec les autres stagiaires à l'époque, que j'aimais beaucoup, qui était une maquette où on avait fait un dossier, vous savez les dossiers à soufflet, qu'on a beaucoup dans les agences d'architecture, on en avait fait un géant, on avait fait un grand soufflet qui était beau comme ça pour que ça tienne. On avait été dans la rue de l'agence, après je réponds vraiment à votre question. Je fais une petite ellipse. On avait été ramasser tous les papiers brouillons de tous les bureaux de la rue pour avoir assez de papier pour les remplir, puis quand on les a empilés, ça ne tenait pas debout, donc il a fallu les percer pour mettre une tige, faire une précontrainte. Et ce dossier-là, il représentait les normes françaises dans le secteur du bâtiment.
Et proportionnellement au nombre réel de normes, on avait un dossier qui était les normes obligatoires, et les normes obligatoires étaient érasées. Donc déjà, il y a deux choses, il faut différencier la norme au sens réglementaire du terme et la norme au sens contractuel du terme. Et en fait, il y a 1% des normes du secteur du bâtiment qui sont obligatoires au sens réglementaire du terme, qui nous sont imposées par le droit, et c'est globalement des normes qui sont liées à la sécurité incendie et à l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Donc ces normes-là, on est d'accord, on ne peut pas ni discuter de leur bien fondé, ni discuter de la potentialité de ne pas les respecter. Donc déjà, il faut les respecter, celles-là. Et les 99% restants, c'est des normes qui nous sont imposées contractuellement par nos contrats d'assurance. Parce que les assureurs se réfèrent aux normes pour accepter de couvrir un risque ou non, puisque la norme, c'est un outil de maîtrise du risque, finalement. Et après, comment on fait avec ça? Donc ça, c'est la première partie de ma réponse, ce qui n'est pas du tout opérationnel comme réponse, je vous l'accorde. La stratégie qu'on met en place chez Remix, et qui est celle qui est portée par les acteurs du secteur aujourd'hui, c'est de dire, ok, on a un objet A, une brique par exemple, on veut mettre en œuvre dans une mise en œuvre A, un mur, et on connaît le référentiel normatif auquel on doit se référer pour un matériau neuf. Donc on va prendre le référentiel normatif du neuf et on va dire, ok, comment on démontre maintenant que notre matériau de réemploi il respecte ce niveau de performance qui est imposé par la norme. Ça, il y a 1000 manières de le faire, et c'est vraiment du cas par cas, mais pour la brique, tu pourrais te dire, bah, en fait, elle est dans un mur, dans un bâtiment qui fait 15 niveaux, elle était, enfin 15 niveaux pour de la brique, ça commence à faire beaucoup, mais 5 niveaux, c'était de la brique porteuse, elle a un âge donné, de ce qu'elle porte, je peux déduire sa capacité de résistance à la compression, et donc extrapoler qu'elle a un niveau de performance au moins équivalent à une brique neuve, et donc à ce qui est demandé par la norme. Une manière de faire, mais c'est nettement plus complexe que ça, il nous faut 5 AG à 35 heures par semaine pour répondre à cette problématique-là. Mais en gros, la stratégie qu'on a aujourd'hui, c'est ça, c'est de démontrer que les matériaux de réemploi sont suffisamment performants pour respecter la norme, autant la norme réglementaire que la norme, contractuelle. Ouais. L'évolution possible des pratiques, c'est de fabriquer des modes de démonstration qui soient collectivement partagés. Ce serait de faire évoluer aussi le cadre de la règle assurantielle pour le rendre plus souple. Et en fait, les grands assureurs bâtiments français, notamment MAF Euromaf, ils couvrent les mises en œuvre non courantes, ils considèrent que le réemploi est une mise en œuvre non courante, donc ils couvrent le réemploi. On n'a pas tant de problématiques que ça. Et puis, l'autre solution envisagée, et c'est parmi les travaux du SPREC, il y a cette question. Alors, le projet Spirou dont je vous parlais tout à l'heure, un premier projet de recherche, notamment financé par l'ANEP, sur finalement la normalisation des modes de normalisation du réemploi, si je puis m'exprimer ainsi. Et le SPREC travaille, le syndicat travaille aussi là-dessus. Ce serait de dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas créer des normes pour le réemploi et qui permettraient de... Voilà. Donc, il y a plein de stratégies qui se développent petit à petit. Est-ce que c'est à la réglementation d'évoluer? Je ne suis pas certain. Est-ce qu'on pourrait faire évoluer les contrats d'assurance, donc les contrats qui nous imposent des normes qui ne sont pas imposées réglementairement? Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les assureurs veulent nous couvrir, mais on a assez peu de poids dans la négo, parce que l'échelle de nos structures par rapport à leur... Surtout au moment de la fabrication des matériaux, peut-être déjà dans la norme, dire que dans le cas d'un réemploi, ça peut... Et... Voilà, c'est déjà anticiper ça, quoi. Plutôt que de dire, bah voilà, ça répond à telle norme maintenant, on peut aussi dire, bah les normes devront aussi répondre, peut-être dans le cas d'un réemploi. La question derrière ça, elle n'est pas tant liée à la norme qu'à notre capacité à connaître le niveau de performance d'un matériau plus tard dans le temps. Parce qu'en gros, les normes, notamment les DTU, ils te disent comment doit être mis en œuvre le matériau, conformément au mode de construction qui correspond à la bonne manière de faire avec ce matériau. Et la difficulté qu'on a, nous, c'est que dans la majorité des cas, on est face à des matériaux dont on ne connaît plus les caractéristiques techniques d'origine. Donc, dans cette même logique-là, ce qui serait intéressant, ce serait plutôt, c'est-à-dire, en gros, on n'a plus les fiches techniques, quoi.
qui elles te décrivent le niveau de performance du produit, la norme, enfin, tout ce dont on a besoin de savoir. Donc, sur des bâtiments récents, on peut retrouver les DOE, on peut retrouver les fiches techniques. Sur un certain nombre de matériaux qui sont marqués, c'est le cas par exemple, je sais pas, des dalles de faux plafond, la majorité des marques, elles apposent leurs références dessus. Les vitrages, la majorité des vitrages produits dans l'industrie, vous avez tout simple. Donc c'est encore anticipé le réemploi. Se pose la question de la maintenance de la maquette vieillie dans le temps, ça c'est une autre problématique. Se pose aussi la question de l'évolution des performances d'un matériau dans le temps. On parlait tout à l'heure de l'isolant acoustique qui en fait en vieillissant peut-être se tasse et peut-être perd en performance acoustique. Donc ça c'est aussi une question qu'il faudrait peut-être avoir dans cette fiche technique qui va tout à fait dans le sens de votre réflexion. Et puis, enfin voilà, donc il y a plein de stratégies. Un des exemples qu'on a comme ça de maintenance, de conservation d'une information technique dans le temps, c'est un travail de chercheurs belges qui s'appelle Rotor, enfin de chercheurs, de gens qui travaillent sur le réemploi en Belgique. Eux, ils se sont dit, ils ont trouvé un exemple dans le domaine ferroviaire, c'est que les tampons ferroviaires des trains, c'est une pièce technique très importante et dont la maintenance est complexe. Et en fait, un train, il se déplace, et ainsi de suite, on ne sait jamais trop où il est. Et il faut que le mécano, quand il arrive devant le train, il puisse savoir quand a été posé le tampon, comment il a été maintenu, et ainsi de suite. Et donc, en fait, c'est un système ultra low-tech, on va dire. Un système de plaques gravées dans l'épaisseur du tampon qui permet d'avoir les informations nécessaires, qui sont très très simples, qui sont, je sais pas quoi, la résistance du fer, et sa date de fonds, un truc comme ça. Enfin, je n'ai pas les infos exactes, mais... Donc là, on est à l'inverse total du BIM. Mais ouais, des fois j'ai tendance à me dire que peut-être ces solutions très 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 low-tech, elles pourraient nous permettre de résoudre un certain nombre de réponses longues. Oui, mais la question n'est pas simple non plus. Mais quand même pour y répondre, il y a plein de stratégies. Les bureaux d'études comme le nôtre et nos confrères consoeurs les maîtrisent ou en tout cas les utilisent au quotidien. Et donc on sait aujourd'hui refabriquer de la donnée de caractérisation pour un panel très très large de matériaux, pour pas dire tous les matériaux parce que je me méfie par principe des généralités, mais voilà, il y a des solutions pour le faire et pour l'instant ça fonctionne. Et nous on est assurés en décennal, conformément aux obligations qui sont les nôtres en tant que matériaux. Mais en outre des caractéristiques du matériau, il y a aussi la capacité de le démonter et aussi d'avoir des personnes qui soient capables de le remettre en œuvre. Ouais. Et là, en fait, il y a aussi des problèmes qui vont être de la formation. Parce qu'en fait, utiliser des matériaux neufs, c'est facile. Et utiliser du réemploi, ça nécessite des connaissances techniques et une capacité aussi à gérer la situation qui parfois doit s'abstraire, ou en tout cas interpréter les délits. Ouais. Alors, si on ne parle pas de détournement d'usage, parce que si on parle de détournement d'usage, effectivement, il faut une volonté, une capacité à transformer un objet, on va dire. Mais ça, il y a plein d'artisans extrêmement talentueux en France qui savent très bien faire ça. Dans la situation où on est dans un usage identique, la problématique est plutôt liée au démontage, de mon point de vue, qu'à la mise en œuvre, parce que de plus en plus d'acteurs qui fournissent de la matière pour réemploi, les fournissent dans ce qu'on appelle, nous, ce qu'on met dans nos CCTP, dans des conditions similaires à un matériau neuf. Donc typiquement, un sanitaire, il est fourni reconditionné, donc nettoyé, dans un emballage, avec toute la quincaillerie en neuf si nécessaire, ou en réemploi si possible. Et en fait, l'artisan, ça arrive, et lui, c'est un sanitaire. C'est un sanitaire, un neuf ou de réemploi, pareil. La brique, finalement, c'est une brique, une fois qu'elle a été reconditionnée, il n'y a pas de complexité particulière pour l'artisan pour la remettre en œuvre. Et nous, on a même entendu des fois des artisans dire les éléments de réemploi sont plus faciles à poser que certains éléments neufs issus de l'industrie, parce que, alors soit parce qu'au cours du reconditionnement, on fabrique une homogénéité plus grande en fait, soit parce que, à l'inverse, c'est des matériaux qui vont être plus adhérents au col, plus adhérents au mortier, et ainsi de suite, parce que la patine, parce que l'autre. Donc on a même des fois le discours inverse, on l'a entendu notamment sur des sujets de faux planchers techniques,
où les artisans nous faisaient remonter ça. C'est plus pratique, plus simple de mettre en œuvre les éléments reconditionnés, parce qu'ils étaient même plus homogènes que ceux issus de l'industrie. Et après, sur le démontage, c'était des gros sujets. Moi, quand j'ai ces discussions-là, ça me fait toujours un peu une forme de rétrospective des questions qui étaient très compliquées pour nous, qui étaient intenses, on va dire, en termes de réflexion il y a 5-6 ans et qui sont moins maintenant. Et le démontage, c'est pour les éléments courants de second œuvre que les acteurs commencent à bien connaître. En fait, déjà, il y a beaucoup d'acteurs qui commencent à développer des expertises très très fortes sur typiquement le démontage et le reconditionnement des faux planchers techniques, des sanitaires, de certains éléments d'électricité type BAES, CFO, CFA, la brique aussi, il y a des acteurs qui commencent à monter fort, les sujets de revêtement de sol type parquet aussi. Et deux choses, on avait une vision du démolisseur qui pète tout, et en fait, on avait oublié de regarder un peu finement que les démolisseurs, quand ils arrivaient dans un bâtiment avec des trucs cool, ils démontaient quand même un peu tranquillement ce qui les intéressait, ou pour eux, ou pour un réseau de proches, et ainsi de suite. Donc en fait, il y avait déjà un savoir-faire, mais ils n'étaient pas rémunérés pour le faire, et ils n'avaient aucune raison de revendiquer ou de faire de la publicité autour. Et moi, j'ai été étonné des fois, j'ai eu un souvenir comme ça d'un marché privé, je précise, parce que la suite de l'histoire pourrait ressembler à de la corruption sinon, mais un client qui me dit « j'ai choisi un démolisseur, va le voir, valide-le ». Et j'arrive chez le démolisseur qui, lui, avait cru comprendre que c'était à moi de choisir le démolisseur. Donc j'arrive à un barbecue de près, et puis moi, je suis là pour juger de sa capacité à faire du réemploi ou pas. Et c'est vrai que quand il nous a fourni des références, il n'y a pas grand-chose dans ces références. En termes de présentation graphique, ça veut faire le tout. Et puis le gars, il me dit « viens derrière le hangar, on a un terrain là, ça fait je sais pas quoi, la taille d'un terrain de football. Puis il y a les trucs qu'on a mis de côté en fait, pour les maisons des gars, pour les trucs, les machins. » Et puis il me fait visiter, il y a un stock de matériaux de réemploi, avec des matériaux qui ont été démontés proprement, qui ont été stockés dans de bonnes conditions, qui sont à peu près bien protégés avec ces moyens. Puis quand je lui dis « c'est cool, t'as des radiateurs, des trucs, des machins », déjà j'étais bluffé, mais je ne disais pas trop sur le coup. Je lui dis, mais des briques, il me dit, justement, je vais te montrer le tas de briques maintenant. Il m'ouvre il m'enlève une bâche, et dessous il y a X briques de réemploi, toutes bien reconditionnées, qui sont des briques creuses en plus. Donc moi j'étais là, tu leur as fait démonter à la petite cuillère, les gars, vous avez fait ça comment? Et en fait, il savait déjà faire. Et donc après, quand mon client m'a dit, tu penses qu'il sait faire? Je pense qu'il sait faire mieux que ce qu'on imaginait qu'il puisse savoir faire. Et le chantier est livré, et ça s'est extrêmement bien passé. Donc il y a ça. Et du côté des artisans qui remettent en œuvre, il y a le même truc. C'est qu'il y a aussi des artisans, alors sur les petites échelles d'opération, parce que oui, du Bouygues, il ne fait pas du réemploi sans le dire à ses clients, mais les artisans qui font de la maison individuelle ou des réhab aux échelles domestiques, on va dire, ils font déjà ça. Donc les compétences, elles sont là. Et un autre truc aussi chez les démolisseurs et chez les gros, c'est quand vous discutez avec des compagnons dont le métier pendant des années, ça a été de détruire des choses, et à qui on dit un jour, ok, maintenant, ton métier, c'est de démonter proprement et de fabriquer de la valeur, c'est-à-dire de mettre sur une palette un objet qui va servir à construire un nouveau truc. Et bien le gars, t'imagines toutes les solutions possibles pour que ça marche, et in fine, ça marche. Et donc nous, on a vu des trucs sur des chantiers, mais on avait mis une fois dans un diag de monter un grand miroir, un peu comme ceux que vous avez derrière, là. Et notre diag n'était pas très bien foutu, parce qu'on ne s'était pas rendu compte qu'il était collé. Et maintenant, on se pose la question avant de le mettre dans le diag et avant de dire aux démolisseurs, vas-y, démonte-le. Donc il y en avait, je sais pas quoi, 3-4 dans le bâtiment. Et il essaye de démonter le premier d'une certaine manière, il le casse. Il essaye de démonter le deuxième d'une autre manière, il le casse presque. Et puis il m'appelle, il me fait venir sur le chantier, il me dit, bon Morgane, je pense quand même que ton truc, c'est pas tout à fait possible. Donc je suis en train de t'annoncer qu'on va pas les démonter. Mais j'ai quand même une dernière idée. Et le gars est en train de dénuder le câble électrique pour essayer de couper la cote derrière, et ils ont réussi à démonter les derniers. Donc ils t'inventent des trucs complètement sans queue ni tête, et à la fin il m'a dit, ouais, on s'est quand même bien embêté pour pas grand chose, peut-être qu'on aurait dû admettre qu'ils étaient pas réemployables ces miroirs, mais les démolisseurs, ils savent fabriquer de l'ingénierie ou du bon sens, et après il faut mettre tout ça dans l'équation économique de combien de temps tu peux payer un gars à démonter un miroir qui vaut 300 €. C'est une autre question.
pensais à votre question sur le bois. Quand on parle de la forêt de Notre-Dame, en Charpente, elle avait 700 ans. Enfin, c'est quelque chose qui était très vieux. Donc le bois, c'est un matériau très très vieux. C'est des matériaux qui sont les anciennes bâtisses en bois, elles sont anciennes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je voudrais juste savoir, les dernières années, si tu sens une volonté un peu plus importante à part de maîtrise d'ouvrage, d'essayer de mettre du emploi. Je voulais savoir, par exemple, sur le concours sur la réputation de la façade, soit il y avait un objectif ou une demande de compétences particulières ou un attendu un peu spécifique autour du réemploi, ou c'était complètement proposé Non, il y avait un diagnostic PEMD qui était fait. Je ne sais plus s'il y avait des objectifs chiffrés, mais en tout cas, il y avait l'obligation, enfin, la compétence était demandée dans les maîtrises d'œuvre. Et en fait, moi, ma réponse un peu business à cette question-là, c'est si tu regardes le nombre d'acteurs qui se développent, l'évolution des volumes des équipes, donc des chiffres d'affaires cachés derrière, je pense vraiment que, oui, il y a une évolution significative de la demande. Et les indicateurs macroéconomiques, je suis archi de formation, mais j'ai aussi une formation de business en cours, avec un volet un peu économique et macroéconomique. Et les indicateurs macroéconomiques et l'évolution globalement des marchés, ils vont plutôt très fortement dans la direction d'une progression encore des temps. Et après, c'est toujours... c'est une réponse qui m'arrange, je regarde du point de vue dans lequel j'ai envie de croire, parce qu'on est quasiment 10 à se nourrir tous les jours, parce qu'il y a des gens qui veulent le faire. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on est qu'au début. Et ça, c'est sans rentrer dans les considérations ni géopolitiques, ni d'accès à la ressource en énergie. Mais si on commence à rentrer dans ces considérations-là, ça paraît évident qu'il n'y a pas d'autre solution qui s'offre à nous que de faire avec les ressources qui sont à proximité immédiate. En fait, on est encore dans la situation de l'enfant gâté, collectivement, j'entends, qui peut se permettre de faire différemment, mais on a bientôt plus de bonbons dans la boîte à bonbons. Et papa, il ne veut pas racheter des bonbons une deuxième fois. En gros, enfin, c'est surtout, il n'y a plus de bonbons pour... Donc j'ai le sentiment qu'on est au début du truc, et qu'on est nous juste en train d'apprendre, collectivement, et comme vous faites avec Matière Grise, d'apprendre à faire sans un truc qui s'appelle l'énergie, qu'on aura bientôt de toute façon plus. Donc on a intérêt d'apprendre vite maintenant avant qu'on soit trop violemment confronté au problème. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire on a l'impression individuellement quand on paye nos factures d'électricité que l'énergie coûte cher. Et à l'échelle des ménages, c'est vrai, à l'échelle de certaines industries très très consommatrices, c'est vrai aussi. À l'échelle du transport, c'est faux. On continue à faire traverser de la matière à travers la planète, c'est bien parce que le coût de l'énergie n'est pas assez élevé pour qu'on décide de mettre en œuvre des stratégies différentes. Éloigné du sujet pur matière. C'est très très lié. La question du transport, c'est quelque chose, matière grise, c'est aussi l'énergie grise qu'il y a derrière, il y a quelque chose vraiment de très articulé entre les deux. Que ce soit l'énergie sur un chantier pour justement démonter, déplacer le bon outil. Je trouve que c'est hyper important de savoir parler de deux choses. Mais il est évident qu'il y a, en fait, parler de matière et d'énergie, c'est parler de la même chose au final. D'ailleurs, l'énergie, c'est de la matière. C'est bien parce que l'énergie n'est pas assez chère que la brique à côté de Paris est plus chère que celle. Alors, dans ce cas particulier, c'est plutôt. Dans ce cas particulier, je pense que ce n'est pas tout à fait facteur d'explication. Et que le facteur d'explication, il est plutôt lié à la compétence, à la double équation compétence et quantité. C'est-à-dire que les Belges en ont beaucoup plus et savent beaucoup mieux la démonter facilement et vite et pas cher, parce que expertise de longue date. C'est pas une question de compétence au sens de la capacité à faire, mais au sens de l'expertise fabriquée dans le temps. Je pense que quand on aura en France autant de recul ou très bien appris de nos voisins belges comment démonter de la brique avec les expertises et ainsi de suite, on sera en mesure de sortir de la brique au même prix. Après, je pense qu'on a des gisements un peu moins importants, en même temps on a un plus grand territoire.
et le coût de la main-d'œuvre, il me semble que c'est globalement la même chose entre la France et la Belgique. Je sais qu'il y a certaines formes d'emploi aidé en Belgique qui n'existent pas en France, mais c'est quand même très très similaire. Donc, à mon sens, l'explication elle est plutôt liée au savoir-faire, mais la justification du prix. Mais peut-être que je me trompe. Et parce qu'il y a des Belges qui ont des stocks quand même énormes, donc ils sont capables de fournir plus, ou en tout cas de répondre à la demande. En France, la demande est aujourd'hui supérieure. En fait, tout le monde veut faire de la brique de réemploi en façade. Je pense que toutes les semaines, j'ai quelqu'un qui me demande de les accompagner là-dessus. Et les gisements, ils sont relativement peu importants, mine de rien. Et dur à caractériser. On pose une dernière question et après on passera au côté. Quelqu'un veut encore poser une question à Morgane? Encore 10 minutes. Et après je serai là, on va continuer à discuter. Sur quoi tu te casses les dents aujourd'hui? Parce que on a vu des images de beaux projets, mais moi j'ai un bénévole qui dit que c'est un peu le haut de la poubelle et qu'on ne racle pas encore assez les fonds, assez sûrement, enfin voilà. Et voilà, c'était un peu juste pour savoir au moment, il y a 5-6 ans c'était la déconstruction, et là c'est un peu quoi le sujet C'est compliqué. Moi, je pense que le sujet dans lequel on est, nous, très concrètement aujourd'hui, c'est de développer des process qui nous permettent de refaire plus vite, mais aussi bien la fois d'après. Donc ça, c'est plutôt des process, on va dire, internes au DE. Et pour le dire avec un gros mot, c'est la question de productivité, même si c'est pas... Mais en fait, on est encore un peu dans un modèle d'artisanat de luxe, d'une certaine manière. Donc on pourrait comparer à plein de domaines d'activité auxquels je ne souhaite pas être comparé, clairement. Et donc il faudrait qu'on apprenne ou à tendre vers quelque chose qui ressemble à de l'industrialisation, même dans la conception, avec les limites de ça, mais qui nous permettrait de faire de traiter des volumes en réemploi plus importants. Et quand on voit l'échelle des volumes produits en déchets, on a de la marge. J'avais fait une conférence aux Pays-Bas une fois comme ça, puis il y a un étudiant qui me dit excusez-moi, est-ce que vous n'avez pas l'impression de ne pas être à l'échelle du problème? Et donc ça paraissait très irrévérencieux comme question, et en fait moi j'étais parfaitement d'accord avec lui. C'est-à-dire bien sûr qu'on n'est pas à l'échelle, on est 7 chez Remix, et il y a 20 boîtes comme la nôtre en France, et on parle de 240 millions de tonnes par an. Et enfin on est tout petit. Derrière, il y a aussi la mise en place des réseaux, des filières par matière en fait, pour avoir une espèce de bourse. On a bien vu la cartographie que vous avez présentée tout à l'heure, mais elle n'est absolument pas complète. Alors moi ce que je me dis pour me rassurer quand je réfléchis à l'évolution des pratiques, et qui ne me rassure pas du tout en même temps, un exemple d'une filière qui a été complètement créée de nulle part et qui est devenue extrêmement performante. Ne vous en allez pas tous au moment où je vais prononcer le nom de l'entreprise à laquelle je pense, c'est Amazon. Amazon, avec tous les défauts qu'on connaît, toutes les critiques qu'on peut faire, je suis le premier à pas acheter des produits chez eux. Amazon, c'est un mec qui décide, il y a 30 ans, de pouvoir livrer n'importe quel produit, n'importe où sur la planète, en moins de 48 heures. C'est complètement dingue. Il lui a fallu 30 ans pour arriver au niveau de performance qu'ils sont aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est bien obligé de dire que pour ce qui est de livrer n'importe quel produit, n'importe où sur la planète en moins de 48 heures, ils sont incroyablement performants. Et en fait, pas tout à fait ce modèle-là, mais cette idée-là, on peut la transposer à des choses plus vertueuses. Et le fait de se dire, en fait, le réemploi, ça deviendra la norme, on ne fera plus que ça, et tout le monde en fera dans tous les bâtiments, on va y arriver, mais j'y crois très très fort. Mais l'exposition qui, pour moi, est un marqueur du renouveau des pratiques, c'est pas totalement vrai d'un point de vue historique, parce qu'il y a d'autres personnes qui faisaient du réemploi, déjà, qui ne sont jamais arrêtées d'une part, mais 2014, qui est un moment où on en reparle publiquement dans un musée national en France, c'était il y a 10 ans, seulement, entre guillemets. Et donc il faut aussi un peu laisser le temps au temps, et quand on fait la somme de des apprentissages collectifs des acteurs du secteur ces 10 dernières années, c'est énormissime. C'est-à-dire que la plupart de ce qu'on fait aujourd'hui en disant c'est facile, il y a 10 ans ça nous paraissait insurmontable. Les ouvrages de référence il y a 10 ans, je ne sais plus quelle était l'étude de référence de l'ADEME
qui nous intéressait beaucoup parce qu'elle répondait à plein de nos questions. Aujourd'hui, plus personnel. Parce que ça me paraît évident, et un autre truc aussi, moi je discute beaucoup, j'échange beaucoup avec les étudiants en école d'architecture, et j'ai souvent des étudiants, ils me contactent en disant « Ah, on voudrait faire un mémoire sur le réemploi, est-ce qu'on peut discuter ?» Quand je vois le niveau de technicité de leurs questions, je me dis s'il y a 10 ans, moi quand j'ai écrit mon mémoire, je m'étais posé les mêmes questions, on en serait où aujourd'hui? Mais la différence, c'est que la littérature à leur disposition par rapport à celle qui était à ma disposition il y a 10 ans, elle est beaucoup plus complète. Ces étudiants-là, ils vont extrêmement bien ingérer. Et donc, ils vont arriver dans le monde du travail et ils vont commencer à faire du réemploi avec un point de départ qui est le nôtre, plus 10. Enfin, plus 10 ans, plus X machin bidule. Et donc, dans 10 ans, où est-ce qu'ils en seront? Ils en seront sûrement à nous, il y a 10 ans, fois 50. J'en sais rien, mais... Donc je suis très très optimiste moi là-dessus, même s'il y a plein de raisons de ne pas être optimiste dans le monde dans lequel on vit, sur le fait que sur ce sujet-là précisément que je connais à peu près, on apprend collectivement plein de trucs et on progresse, hyper optimiste. Et sur la marge de progression qui est encore devant nous, hyper optimiste. Et tous les matins on se lève en se disant ce soir on va avoir compris un truc qu'on n'avait pas compris ce matin. Ça c'est hyper motivant et je sais que nos concurrents ils font pareil parce que des fois ils gagnent des concours contre nous, c'est qu'ils ont compris des trucs qu'on n'a pas encore compris aussi. Donc non, ça bouge bien vite et fort. Merci. Autre question? On continue autour d'un verre alors.